Ce n'est pas ma chute. C'est leur fin. Je suis Marc Dubois, 34 ans, avocat d'affaires qui a passé 7 ans à cravacher dans les grands cabinets parisiens pour ouvrir son propre cabinet. Imaginez la scène. La salle de bal de l'hôtel Méridien à Paris. Des sols en marbre si polis qu'on pourrait y pratiquer une opération chirurgicale. Des lustres suspendus comme des boules disco étincelantes pour les gens qui ont vraiment de l'argent. Des verres en cristal partout. C'était l'inauguration du groupe juridique Dubois. Mon nom enfin sur une porte après des années passées à survivre grâce au café des stations-service et à la nourriture des distributeurs automatiques du palais de justice, à faire plus de lèche-bottes que n'importe quel homme politique en période électorale. Je me tenais là, dans mon costume coûteux, avec le sentiment d'avoir enfin réussi quelque chose après m'être noyé dans une dette étudiante qui aurait pu acheter une petite île. 7 ans de semaine de 80 heures, des nuits tardives à faire pleurer les insomniaques. Tout menant à ce moment. Mon moment. Mon Dieu, comme je me suis spectaculairement trompé. Comme de penser que vous recevez une Rolex pour Noël et d'ouvrir la boîte pour trouver une montre en plastique d'une boîte de céréales. Trompé. Le premier signe que quelque chose n'allait pas. Les chuchotements. Vous savez comment ça se passe dans ces soirées chics. Les gens parlent derrière leur flûte à champagne comme s'ils partageaient des secrets d'État, mais en réalité, ils potinent sur la femme de qui couche avec le partenaire d'affaires de qui. Sauf que ce soir-là, ces chuchotements avaient un bourdonnement électrique qui me faisait dresser les cheveux sur la nuque comme si j'étais sur le point d'être frappé par la foudre. Je me suis retourné, cherchant celui qui s'occupait du traiteur pour ce cirque afin de prendre un autre verre et quelques-unes de ces entrées raffinées qui coûtaient plus cher la bouchée que le salaire horaire de la plupart des gens. C'est là que je l'ai vu. Le moment le plus déchirant, le plus démolissant pour mon ego, le plus implosif de mes 34 années sur cette planète. Elle était là, Sophie, ma femme depuis 7 ans. La femme qui avait promis de m'aimer, de m'honorer et de me chérir dans la maladie et dans la santé, et toutes ces bêtises d'hôtel. Mais au lieu de se tenir à mes côtés comme une épouse de soutien devrait le faire lors du grand moment de son mari, elle traversait ce sol en marbre immaculé, main dans la main avec David Morel. Pas le genre de main dans la main pour traverser la rue. Je parle d'un véritable échange romantique de doigts entrelacés comme s'ils jouaient dans un roman d'amour tordu. Laissez-moi vous parler de David Morel, car ce type mérite sa propre catégorie dans le dictionnaire sous crétin de première catégorie. L'un des avocats d'affaires les plus puissants de Paris. Costumes italiens sur mesure. Facture plus cher un seul bouton que la plupart des gens ne gagnent mensuellement. Une réputation qui pousse les autres avocats à vénérer le sol qu'il foule ou à comploter sa chute professionnelle autour de leur latte du matin. Le genre de type dont le café est personnellement béni par des moines colombiens. Et apparemment, il avait aussi ma femme. Mais se tenir la main n'était pas assez humiliant pour ce duo dynamique. Il devait viser la médaille d'or de l'humiliation publique, là, sous ses lustres scintillants, avec la moitié de l'élite juridique de Paris regardant comme des spectateurs au premier rang du reality show le plus cher du monde. Sophie s'est penchée et l'a embrassé. Pas un petit baiser poli sur la joue. Nous parlons d'un vrai baiser hollywoodien. Le genre de baiser qui dit « je suis folle amoureuse de cet homme et je me fiche de qui le sait ». Le silence qui a suivi était assourdissant. On aurait pu entendre les mâchoires des gens tomber sur ce sol en marbre poli. Puis, comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur, la pièce a éclaté. Le rire a déferlé sur la foule comme un tsunami de Schadenfreude. Des gens riches riant de votre misère. Ça sonne exactement comme on pourrait s'y attendre. Aigu, cruel et coûteux. Quelqu'un a crié de quelque part dans la foule, « Quel mari lâche tu es !» Les mots m'ont frappé comme une gifle. Sauf que les gifles finissent par cesser de piquer. C'était le genre d'humiliation qui s'installe dans vos os et se met à l'aise, comme un invité indésirable. Mon nom, Marc Dubois, que j'avais passé des années à bâtir en quelque chose de respectable dans les cercles juridiques, semblait soudain être la mise en scène d'une blague dont je n'étais pas au courant. Les gens étaient probablement déjà en train de concocter des répliques spirituelles sur l'avocat qui n'avait même pas pu empêcher sa propre femme de s'égarer. Mais l'univers n'en avait pas encore fini avec moi. Sophie s'est approchée de moi avec une enveloppe dans ses mains parfaitement manucurée. Pas une carte de félicitations, une enveloppe Kraft qui semblait plus lourde qu'elle n'aurait dû l'être. David la suivait comme un prédateur traquant une proie blessée. Son sourire narquois s'élargissait à chaque pas. Quand ils m'ont atteint, debout dans mon costume coûteux qui ressemblait soudain à un déguisement pour une pièce de théâtre pour laquelle je n'avais jamais auditionné, David a porté le coup final. « Votre premier travail en tant que praticien solitaire, a-t-il dit,
sa voix portant à travers cette salle de bal comme un discours d'ouverture, et de finaliser votre propre divorce. Il a fait une pause pour un effet dramatique. Signez-le ce soir et partez. L'enveloppe semblait me brûler la poche de ma veste. Mais je n'étais pas sur le point de donner à ces gens la satisfaction de me voir craquer. Pas ici, pas maintenant, jamais. Les téléphones sont sortis plus vite que vous ne pouviez dire vidéo virale. Et soudain, j'étais la star de mon propre épisode de Quand les vies des gens riches s'effondrent, avec des flashs d'appareils photo et des commentaires chuchotés. Certaines personnes ont halté, probablement celles qui avaient encore un peu de décence humaine. D'autres ont ri parce que regarder le monde de quelqu'un s'effondrer est un divertissement quand on a de l'argent. Mais voici le truc avec moi que Sophie et David ont apparemment oublié pendant leur planification de conspiration. Je ne m'effondre pas. Je ne crie pas. Je ne donne pas de coups de poing. Je ne fais pas de scène. Je fais quelque chose de beaucoup plus dangereux. Je calcule. Alors, j'ai plié cette enveloppe, l'ai soigneusement placée dans la poche de ma veste comme une correspondance professionnelle, et je suis sorti de cette salle de bal la tête haute. Laissez-les penser qu'ils avaient gagné avec leur performance théâtrale. Ils étaient sur le point d'apprendre que Marc Dubois n'était pas arrivé là où il était en se laissant faire quand quelqu'un le frappait. Ils pensaient m'avoir anéanti avec du papier et de l'humiliation publique. Mais ils ont oublié un détail crucial. Je ne me contente pas de pratiquer le droit. Je suis le droit. Et la classe était sur le point de commencer. Entrez dans mon pantouf surplombant la scène après que votre vie ait été publiquement pulvérisée et surréaliste. Tout a exactement la même apparence, mais tout semble être des accessoires d'une pièce de théâtre d'un autre. La première chose qui m'a frappé n'était pas le parfum familier de cette bougie à la vanille trop chère que Sophie insistait pour brûler chaque nuit, mais le poids oppressant de tout ce qui ressemblait soudain à des preuves dans une affaire que j'avais été trop stupide pour réaliser que je perdais. Prenez les tableaux. Sophie avait insisté pour ces monstruosités abstraites qui semblaient que quelqu'un avait jeté de la peinture sur une toile lors d'un éternuement violent. Je ne les avais jamais comprises, mais elle avait ce regard rêveur en parlant de résonance émotionnelle et du voyage de l'artiste à travers le désespoir postmoderne. Maintenant, je réalisais qu'elle avait probablement pratiqué ses compétences d'interprétation bidon sur moi pendant des années. Les meubles étaient pires. Chaque pièce avait une histoire impliquant Sophie me traînant dans une boutique branchée du Marais où des vendeurs prétentieux nous avaient convaincus que nous avions absolument besoin d'une table basse qui coûtait 8 000 € et ressemblait à des débris d'ouragan. C'est du bois flotté récupéré de Bretagne, avait expliqué le vendeur. Cela parle de la relation organique entre la nature et la consommation humaine. J'avais voulu lui dire que cela parlait de mon compte en banque qui s'allégeait, mais Sophie était déjà tombée amoureuse de cette chose ridicule. J'avais besoin de plusieurs verres. J'ai sorti le bon truc. Un Macallan 25. Je l'avais gardé pour une occasion spéciale. Être publiquement humilié et recevoir des papiers de divorce qualifiés définitivement comme spécial, même si ce n'était pas le genre que j'avais espéré. Je me suis dirigé vers mon bureau, la seule pièce que Sophie n'avait jamais touchée. Des boiseries sombres, des fauteuils en cuir qui ressemblaient réellement à des fauteuils au lieu d'installations d'art moderne, des livres que j'avais lus au lieu de les exposer pour le spectacle. Ce soir, j'étais ici pour ce qui était caché derrière ces étagères en chêne. Mon coffre-fort que personne ne connaissait. Grandir en regardant mon père tout perdre dans une affaire parce qu'il avait fait confiance aux mauvaises personnes vous apprend à garder vos cartes cachées. Le coffre-fort contenait des années de documentation classée avec une attention obsessionnelle à faire pleurer les bibliothécaires. Des classeurs plus épais que des manuels de droit, chacun méticuleusement étiqueté avec chaque contrat, dossier d'investissement, correspondance qui pourrait devenir importante. Ce soir, ils étaient sur le point de devenir très importants. J'ai sorti le classeur intitulé Morel et Associés, documentation de partenariat silencieux, et j'ai souri pour la première fois depuis que j'étais entré dans cette salle de bal. C'était le bon truc que la plupart des gens trouveraient terriblement ennuyeux, mais que je trouvais fascinant. Ma participation de 75 millions d'euros dans Morel et Associés. Quand Sophie a commencé à travailler pour David, elle rentrait chez elle en s'extasiant sur son génie, sur l'innovation du cabinet. Moi, en tant que mari aimant et solidaire, j'ai décidé de montrer mon soutien en devenant un associé silencieux dans l'entreprise de son patron. Cela semblait gagnant-gagnant à l'époque. Sophie travaillait pour un cabinet dans lequel son mari avait investi. David obtenait du capital pour se développer. J'avais des places au premier rang pour voir mon argent fructifier tout en soutenant la carrière de ma femme. Qu'est-ce qui pouvait mal tourner? Beaucoup de choses, il s'est avéré.
Mais ma paranoïa, pardon, mes pratiques commerciales prudentes se sont avérées utiles parce que chaque clause était conçue avec des stratégies de sortie. Je n'ai pas juste donné 75 millions d'euros à David en espérant le meilleur. J'ai structuré cet investissement comme une forteresse avec des voies d'évasion et des plans de contingence, assez de petites clauses légales pour étouffer un tribunal plein d'avocats. La clause pertinente était enfouie dans la section 11.4. En cas de manquement à l'obligation fiduciaire par tout associé, les apports en capital peuvent être recouvrés intégralement sans préavis, à condition que le dit manquement puisse être démontré par des preuves documentaires ou des témoignages. Manquement à l'obligation fiduciaire. La phrase magique, utilisez votre position pour séduire l'épouse de votre associé. Cela qualifiait définitivement l'humiliation lors de l'ouverture de mon cabinet. Le baiser public sous les lustres. David souriant en me tendant les papiers de divorce. Tout cela a été témoigné par 200 des professionnels du droit les plus éminents de Paris. Le verre de whisky à mes côtés était presque vide alors que je passais en revue chaque document, croisant les contrats, vérifiant les dates, m'assurant que ce que j'étais sur le point de faire était légal et inattaquable. Car s'il y a une chose pire que d'être publiquement humilié, c'est d'être humilié puis arrêté pour fraude. Mes doigts planèrent sur le clavier. Une petite partie de moi se demandait si je ne franchissais pas une ligne que je ne pouvais pas défaire. Puis je me suis souvenu du visage de Sophie me tendant cette enveloppe. Comment elle me regardait comme un obstacle pathétique qu'elle avait enfin compris comment supprimer. Ce doute s'est évaporé plus vite que le bon sens lors d'un mariage à Las Vegas. Je me suis connecté au portail principal des dépenses d'exploitation de Morel et compagnie. Avant que vous ne pensiez que j'ai piraté quoi que ce soit, permettez-moi d'être clair. J'avais tous les droits légaux sur ces comptes. Silencieux ne signifie pas impuissant ou aveugle. Mon accord d'investissement comprenait une transparence totale sur les dépenses importantes, ce qui signifie que je pouvais voir exactement où allaient mes 75 millions d'euros mensuellement. Mon Dieu, David en avait bien profité avec mon argent. Saignant de l'argent comme une artère perforée. Des baux de bureau haut de gamme à Paris, des soirées clients coûtant plus que la plupart des mariages, et mon préféré personnel, les frais d'adhésion à un club de golf s'élevant à 30 000 euros par an. 30 000 euros pour le privilège de jouer au golf avec des avocats trop payés qui se plaignent de leur portefeuille boursier. J'ai commencé petit pour voir ce que ça faisait. J'ai gelé le paiement automatique du club de golf. Clic, gelé. Les parties de golf hebdomadaires de David allaient devenir gênantes lorsque les privilèges seraient révoqués pour non-paiement. Ensuite, les paiements de loyer pour les bureaux satellites. David s'était développé agressivement, ouvrant de petits bureaux dans des emplacements privilégiés de Paris. Chaque bail était garanti par mon capital avec des clauses me permettant de geler les fonds pour un examen fiscal. J'ai marqué chaque paiement de loyer comme en attente de vérification, ajouté des notes indiquant que tous les paiements étaient en attente, sous réserve d'un audit complet. Le vrai plaisir a commencé avec la masse salariale. Je ne suis pas un monstre. Les jeunes associés, les parajuristes, le personnel de soutien n'avaient rien à voir avec les activités extra-professionnelles de David. Ils méritaient d'être payés. J'ai donc pris soin de signaler tous les paiements de salaire comme erreurs de vérification au lieu de les geler purement et simplement. Les erreurs de vérification sont de la kryptonite dans la bureaucratie d'entreprise. Elles n'arrêtent pas complètement les processus, mais ralentissent tout à un rythme d'escargot pendant que les départements tentent de comprendre ce qui a mal tourné. Les chèques de paie nécessitant un traitement automatique devraient être approuvés manuellement, ce qui signifie que David devrait personnellement approuver chaque paiement tout en essayant de comprendre pourquoi les systèmes automatisés se comportaient comme s'ils avaient été frappés par des virus informatiques. Mais ce n'était qu'un prélude. L'événement principal était mon formulaire de retrait de participation de 75 millions d'euros. Selon le contrat que David avait signé il y a 7 ans, probablement sans lire les petits caractères, car qui lit réellement les documents juridiques de fond en comble? Je pouvais retirer tout mon capital dans des circonstances spécifiques. J'ai rempli le formulaire, joint les sections pertinentes de l'accord de partenariat, ajouté une brève note professionnelle expliquant les circonstances, sans langage émotionnel, sans attaque personnelle. Une simple déclaration de fait. En raison d'un manquement documenté à l'obligation fiduciaire, comme en témoigne l'événement d'ouverture du groupe juridique Dubois, j'exerce mon droit de retrait immédiat du capital, tel que stipulé à la section 11.4. Mon curseur plana sur soumettre pendant exactement 3 secondes. 3 secondes pour envisager de faire exploser une bombe de 75 millions d'euros sous l'empire de David Morel. Puis j'ai pensé au baiser de Sophie. Les rires de la foule. David me traitant de lâche.
Ces 3 secondes étaient écoulées. Clique soumettre. Demande traitée. 75 millions d'euros ont commencé leur voyage loin de l'empire de David et de retour vers mes comptes, emportant avec eux les fondations de tout ce qu'il avait construit en 7 ans. Game over. David. La classe était officiellement en session. Le matin arriva comme un train de marchandises charriant des conséquences. Mon téléphone qui sonnait sans arrêt était un meilleur réveil que n'importe quel autre. 124 appels manqués, ce n'est pas une faute de frappe. Le son de la panique se propageant dans le quartier financier de Paris comme un incendie de forêt dans une papeterie. Sophie, 47 appels. David, 38 appels. Divers associés de Morel et associés, 25 appels. Fournisseurs et créanciers, 10 appels. Et 3 journalistes de publications juridiques qui avaient eu vent de quelque chose de grand. Le message vocal de Sophie a commencé raisonnablement. Marc, chérie, nous devons parler de cette situation, et a dégénéré en une désespoir à peine contrôlée au message 47. Marc, s'il te plaît. Tu détruis tout. Ceux de David étaient meilleurs. Les premiers ont maintenu leur arrogance habituelle. Marc, il semble y avoir une erreur technique avec nos comptes à pratiquement hyperventiler. Qu'est-ce que tu penses faire? C'est une guerre financière. Une guerre financière? J'aime ça. Ça avait une belle sonorité, comme si j'étais un général économique commandant des armées de feuilles de calcul. J'ai supprimé tous les messages vocaux sans les écouter complètement. J'avais des choses importantes à faire, comme préparer un bon petit déjeuner et profiter du premier matin paisible depuis des mois. C'est drôle comme détruire l'empire financier du patron de votre femme infidèle peut vous éclaircir les idées. À mi-chemin du meilleur omelette que j'avais faite depuis des années. Cuisiner est plus agréable quand on ne s'inquiète pas de voir son mariage s'effondrer. Michael a sonné depuis le hall. Isabelle Moreau, la jeune associée de David et l'assistante personnelle de Sophie, était là pour une mission diplomatique désespérée. Faites-la monter, j'ai dit à Michael. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai eu mon premier aperçu des dommages collatéraux du bombardement financier de la nuit dernière. Isabelle avait l'air d'être passée au mixeur de destruction de carrière. Ses cheveux habituellement impeccables étaient frisés comme si elle les avait passés toute la nuit. Son maquillage était taché de larmes, elle serrait un dossier Kraft comme s'il contenait des secrets de vie éternelle. Monsieur Dubois, dit-elle, la voix tremblante comme quelqu'un qui essaie de ne pas s'effondrer devant une personne importante. Le cabinet s'effondre. Le système de paie a échoué ce matin. 3 fournisseurs menacent de poursuite pour non-paiement. Et Monsieur Morel est en train de faire une sorte de crise émotionnelle. Les associés l'avaient envoyé avec un cadre de résolution proposé. En gros, des concessions conçues pour me faire remettre l'argent et faire comme si David ne m'avait pas humilié publiquement en dormant avec ma femme. Ils ont offert une augmentation du partage des bénéfices, un siège officiel au conseil d'administration du partenariat, même des droits de dénomination sur les bureaux satellites. Une offre assez généreuse qui aurait pu plaire si j'avais été motivé par l'argent ou le prestige au lieu d'une bonne vieille vengeance. J'apprécie que vous ayez apporté ceci, j'ai dit, mais je crains de devoir décliner leur offre généreuse. Au lieu de cela, je lui ai tendu mon enveloppe scellée contenant mes véritables demandes, non conçues pour la négociation, mais pour faire clairement comprendre qui détenait toutes les cartes. Remettez ceci à David et Sophie personnellement. Ils ont 24 heures pour répondre. Monsieur Dubois, dit-elle doucement. Qui a-t-il là-dedans? Je lui ai souri, le genre de sourire qui semblait probablement amical mais qui était tranchant sur les bords. La justice, Isabelle. Juste un peu de justice longtemps attendue. À 9 heures précises, précisément parce que la ponctualité est un outil quand on détruit le monde de quelqu'un, je suis entré par les portes vitrées de Morel et associé comme si j'étais propriétaire des lieux, ce qui, techniquement, était un peu le cas. La réception bourdonnait d'une énergie nerveuse que l'on voit dans les services d'urgence. Le personnel se pressait, chuchotant, les téléphones sonnant sans arrêt, une atmosphère générale de bon sang, qu'est-ce qui se passe? C'est incroyable comme le chaos peut être satisfaisant quand on l'orchestre au lieu de s'y noyer. J'ai traversé les couloirs, passant devant des bureaux où de jeunes associés passaient frénétiquement des appels téléphoniques et des associés seniors avaient des conversations à voix basse qui s'arrêtaient brusquement quand je passais. L'empire que j'avais aidé à financer ressemblait à un navire en perdition, tout le monde sachant exactement qui détenait les gilets de sauvetage. La salle de conférence principale était un monument à l'intimidation d'entreprise. Des fenêtres du sol au plafond donnant sur Paris, une table pour 30 personnes,
suffisamment de surface polie pour aveugler quelqu'un si la lumière frappait bien. Conçue pour que les clients se sentent petits et les associés puissants, mais aujourd'hui, elle avait l'effet inverse. La poignée de personnes dispersées autour de cette immense table ressemblait à des survivants de naufrage essayant de trouver dans quelle direction se trouvait la Terre. David était naturellement à la tête, même pendant la crise financière. Certaines personnes s'accrochent au symbole d'autorité. Mais s'il projetait confiance et contrôle, il échouait spectaculairement. Son costume habituellement parfait avait l'air froissé, ses cheveux ébouriffés comme s'il les avait passés toute la nuit, sa mâchoire serrée si fort que je craignais qu'il ne se brise les dents. Sophie était assise à sa droite. La voir dans ce contexte, non pas comme ma femme ou ma future ex, mais comme co-conspiratrice de sa propre chute professionnelle, était surréaliste. Elle semblait plus petite d'une certaine manière, comme si le poids de la culpabilité lui pressait physiquement les épaules. Maquillage parfait, tenue impeccable, mais quelque chose de creux dans ses yeux, suggérant qu'elle commençait à comprendre l'ampleur de la tempête qu'ils avaient créée. Les autres associés étaient disposés autour de la table comme des pièces d'échiquier, chacun calculant ses chances de survie si le cabinet sombrait. Marguerite Legrand, spécialiste du contentieux d'entreprise qui m'avait toujours traité avec une condescendance à peine dissimulée. François Leclerc, spécialiste des fusions et acquisitions qui se croyait le cadeau de Dieu à la haute finance. Valérie Petit, experte en droit du travail qui avait probablement passé la matinée à rechercher si la guerre financière constituait un motif d'environnement de travail hostile. J'ai pris place en face de David, posé ma mallette sur la table avec un bruit satisfaisant, souri à l'assemblée comme si nous discutions des bénéfices trimestriels au lieu de la destruction complète de leur vie professionnelle. Bonjour à tous, dis-je d'un ton joyeusement professionnel. Je crois comprendre que vous vouliez discuter de ma demande de retrait. David s'éclaircit la gorge, la voix tendue comme quelqu'un qui s'efforce de paraître raisonnable tout en criant intérieurement. Marc, je pense qu'il y a eu un malentendu. L'accord de partenariat. Vous citez la section 11.4, l'interrompis-je, ouvrant ma mallette et sortant des documents plus épais que des annuaires téléphoniques. La clause de manquement à l'obligation fiduciaire. J'ai apporté des copies pour tout le monde au cas où vous voudriez rafraîchir vos souvenirs sur ce que vous avez signé il y a 7 ans. Je commençais à distribuer les documents avec la précision méthodique d'un croupier de poker de haut vol, conditions de recouvrement d'actifs, procédure de retrait, précédents juridiques, déclaration de témoins de l'incident de la salle de bal de l'hôtel. Tout était exposé noir sur blanc avec une rigueur juridique à faire transpirer un avocat adverse. Voici mes conditions, continuai-je, retournant à ma place tandis qu'il feuilletait des pages détaillant une reddition complète avec des détails lancinants. David démissionne de son poste d'associé gérant, avec effet immédiat. Sophie renonce à toute revendication de propriété ou accord de participation aux bénéfices qu'elle aurait pu négocier pendant sa relation de travail étroite avec David. Je fis une pause, laissant cela s'imprégner, savourant le visage de Sophie rougissant et les jointures de David devenant blanches, agrippant le bord de la table. De plus, continuai-je, le cabinet reconnaîtra le remboursement intégral de mon investissement de 75 millions d'euros, plus les intérêts au taux du marché actuel, plus les pénalités pour rupture de contrat. En échange, j'assumerai le contrôle financier de Morel et Associés avec plein droit de veto sur toutes les dépenses importantes et les décisions stratégiques. Le silence était magnifique, le genre que l'on entend juste avant les avalanches, quand tout le monde réalise que la montagne s'effondre et qu'il n'y a rien qu'il puisse faire pour l'arrêter. Marguerite Legrand retrouva sa voix en premier, bien qu'elle sorte plus comme un couinement que son ton habituellement autoritaire. C'est essentiellement une OPA hostile. Je la regardais avec l'expression patiente que l'on utiliserait pour expliquer des maths de base à des enfants lents de maternelle. Non, Marguerite. Une OPA hostile, c'est quand quelqu'un force son entrée dans une entreprise contre la volonté de la direction existante. Ceci est une conséquence naturelle de la direction existante prenant des décisions personnelles catastrophiques. François Leclerc tenta sa chance ensuite, la voix tremblante d'une colère à peine contenue. Vous ne pouvez pas simplement entrer ici et voler notre cabinet parce que votre mariage s'est effondré. Je ne vole rien, répondis-je calmement. Je recouvre un investissement fondé sur la confiance et la conduite professionnelle. Lorsque cette confiance a été violée publiquement et délibérément, les termes de notre accord sont entrés en vigueur automatiquement. Si vous avez des problèmes avec cela, je vous suggère d'en parler à vos avocats. Oh, attendez. Vous êtes des avocats. Comment ça se passe ? Valérie Petit, prenant frénétiquement des notes pendant toute la conversation, leva les yeux avec l'expression désespérée de quelqu'un qui s'accroche à des pages juridiques.
Il doit y avoir un processus d'arbitrage, un moyen de négocier. Il y en a un, dis-je, faisant glisser un autre document sur la table. Cela s'appelle signer ces papiers et accepter la réalité. Vous avez jusqu'à 17 heures aujourd'hui. Un par un, je les ai vus réaliser qu'il n'y avait pas d'issue. Aucune faille juridique, aucune stratégie brillante pour les sauver des conséquences de leurs actions. L'empire de David, construit avec mon argent et soutenu par ma confiance, s'effondrait parce qu'il n'avait pas pu s'empêcher de toucher à ma femme. Le stylo dans la main de David tremblait comme s'il désamorçait une bombe en signant la première page. Puis Sophie, sa signature à peine lisible tant sa main tremblait. Puis les associés, chacun reconnaissant que leur monde confortable avait été chamboulé par un homme qu'ils avaient cru trop civilisé pour riposter. Quand ce fut fini, quand la dernière signature fut sur la dernière page et que les documents furent en sécurité dans ma mallette, je me levai et ajustai ma cravate. Félicitations, dis-je, regardant les visages des personnes qui venaient d'apprendre une leçon très coûteuse sur le fait de sous-estimer le type discret dans le coin. Vous venez de faire l'expérience de la justice. 2 semaines plus tard, je me suis retrouvé devant un bâtiment à Montreuil qui semblait avoir traversé une guerre et l'avoir perdu. La peinture s'écaillait de la façade en briques comme un mauvais coup de soleil. Les fenêtres étaient recouvertes de grilles en acier qui avaient connu de meilleures décennies. L'endroit tout entier avait cette ambiance de décrépitude urbaine mêlée à une détermination tenace que l'on trouve dans les quartiers où la gentrification n'a pas encore trouvé comment facturer 18 € pour un café artisanal. Ce n'était pas là que Marc Dubois, nouvellement propriétaire de Morel et Associés, menait habituellement ses affaires. Mes lieux habituels impliquaient des halls en marbre, des portiers connaissant votre nom et votre commande de café, des salles de conférence avec des vues coûtant plus cher au mètre carré que la plupart des salaires annuels. Mais Valérie Petit avait spécifiquement recommandé cet endroit. Et quand une femme avec la réputation de Valérie de couper court aux conneries juridiques vous dit de vérifier quelque chose, vous écoutez. L'enseigne au-dessus de la porte indiquait Collectif Juridique Unité en lettres probablement peintes à la main pendant l'administration Clinton. Pas exactement inspirant en matière de professionnalisme, mais il y avait quelque chose d'honnête qui m'avait manqué dans mon monde de tours de verre et de notes de frais. J'ai poussé la porte et j'ai eu l'impression d'être entré dans un univers parallèle où le droit était pratiqué par des gens qui se souciaient réellement de leurs clients au lieu d'heures facturables. La zone de réception, en étant généreux en l'appelant ainsi, était essentiellement une table pliante avec un ordinateur ayant survécu à l'an 2000 et un téléphone d'avant les smartphones, mais les murs étaient couverts de coupures de journaux, de lettres de remerciements et de photographies racontant l'histoire d'une pratique juridique mesurant le succès en vie changée plutôt qu'en euros gagnés. « Puis-je vous aider ?» demanda une jeune femme derrière le bureau, l'air de n'avoir pas dormi depuis 3 jours, mais projetant toujours une énergie capable d'alimenter la moitié de Paris. « Je cherche Isabelle Fournier, dis-je, me sentant soudainement trop habillé dans mon costume à 1000 €. « C'est moi, dit-elle, se levant et me tendant une main aux doigts tachés d'encre et aux callosités, suggérant qu'elle faisait plus que de trier des papiers. « Et vous devez être Monsieur Dubois. Patricia a dit que vous pourriez passer. » Isabelle Fournier n'était pas ce à quoi je m'attendais. Probablement au début de la trentaine, avec des yeux féroces suggérant qu'elle avait déjà regardé dans les yeux plus d'un avocat d'affaires. Se déplaçant avec l'énergie rapide et efficace de quelqu'un qui gère 17 crises différentes avec juste assez de temps pour en gérer correctement 12. Elle me conduisit à travers un labyrinthe de cubicles où de jeunes avocats se penchaient sur des ordinateurs dignes d'un musée, des téléphones collés aux oreilles, naviguant dans des cauchemars bureaucratiques pour des clients qui ne pouvaient pas se permettre des cabinets facturant 500 € de l'heure pour le privilège d'être mis en attente. Nous avons terminé dans son bureau. En fait, un placard de rangement transformé avec une fenêtre donnant sur un mur de briques. Bureau enfoui sous des dossiers, étagères scotchées, cafetière qui semblait avoir été récupérée dans une benne de routier. Un café, proposa-t-elle, désignant la machine avec une expression résignée, suggérant qu'elle savait que la réponse serait probablement non. Bien sûr, dis-je, parce que parfois il faut s'engager dans des expériences, même si elles peuvent impliquer une intoxication alimentaire. Elle versa 2 tasses de ce qu'on pourrait généreusement appeler du café et m'entendit une tout en s'installant dans sa chaise, qui grinçait, protestant contre le concept même de supporter le poids humain. Alors, dit-elle, se penchant en arrière et me fixant de ses yeux féroces. Patricia me dit que vous venez d'acquérir l'un des cabinets d'avocats les plus prestigieux de Paris, et que vous cherchez des conseils sur ce qu'il faut en faire. Ce n'est généralement pas le genre de problème qui amène les gens à Montreuil. Je posai ma tasse de café, à la fois amère et sans saveur, et essayais de trouver comment expliquer ce que je faisais là sans ressembler à un riche connard en pleine crise de la quarantaine. J'ai ce que l'on pourrait appeler un moment philosophique, dis-je finalement.
Au cours des 2 dernières semaines, j'ai dirigé un cabinet spécialisé dans l'aide aux entreprises pour devenir plus riches et plus puissantes, et je commence à me demander s'il n'y aurait pas de meilleure façon d'utiliser un diplôme en droit. Isabelle rit. Pas un rire poli et professionnel, mais un amusement sincère en entendant quelque chose d'honnête et inattendu. Un moment philosophique. C'est une façon de le dire. Que feriez-vous avec 12 millions d'euros? La question est venue de nulle part, directe et brutale, comme si elle testait si j'étais sérieux ou si je m'encanaillais simplement à Montreuil pour la nouveauté de voir comment vivait l'autre moitié. Excusez-moi. Hypothétiquement, dit-elle, se penchant en avant avec intensité, rendant clair que ce n'était pas vraiment hypothétique. Si quelqu'un entrait en ce moment et vous donnait 12 millions d'euros à dépenser pour des services juridiques pour des gens qui en ont réellement besoin, que feriez-vous? Je posai ma tasse de café et regardai autour de son bureau exigu, l'étagère scotchée, la chaise grinçante et les piles de dossiers représentant des personnes qui ne pouvaient pas se permettre la justice dans un système qui la traitait de plus en plus comme un produit de luxe. Que feriez-vous? Demandai-je. Isabelle n'hésita pas, comme si elle avait planifié ce moment exact depuis qu'elle avait réussi l'examen du barreau. Embaucher 40 avocats. Ouvrir des cliniques juridiques dans chaque arrondissement. Fournir une représentation gratuite pour les litiges locatifs, les affaires d'immigration, les violations des droits des travailleurs, faire la guerre aux entreprises qui écrasent des familles parce qu'elles peuvent se permettre de meilleurs avocats. La passion dans sa voix était contagieuse. Une détermination brute me rappelant pourquoi j'avais voulu être avocat à l'origine, à l'époque où je pensais que le système juridique était une question de justice plutôt qu'un autre moyen pour les riches de rester riches. C'est un bon plan, dis-je doucement. Oui, eh bien, les bons plans ne paient pas le loyer, répondit-elle, désignant le bureau, clairement tenu ensemble par l'espoir et l'obstination à parts égales. Je plongeai la main dans ma veste et en sortis mon carnet de chèques, le même que j'avais utilisé pour rendre la vie de David Morel misérable 2 semaines auparavant. Cette fois, cependant, j'allais l'utiliser pour quelque chose qui pourrait réellement améliorer le monde. J'écrivis un chèque de 12 millions d'euros, le déchirai et le tendis à Isabelle Fournier, qui le fixa comme si je lui avais tendu une grenade dégoupillée. « Qu'est-ce que c'est que ça » murmura-t-elle. « La justice, dis-je, me levant et lui tendant la main, ou du moins un acompte sur celle-ci. Pour la première fois depuis la nuit où mon mariage avait explosé publiquement, je ressentis autre chose que de la colère ou de la satisfaction, je ressentis de l'espoir. Et à en juger par la façon dont Isabelle fixait ce chèque, les larmes aux yeux, je n'étais pas le seul. 3 jours plus tard, Sophie appela. Nous nous sommes rencontrés dans un café du village pour discuter du communiqué de presse concernant l'effondrement du cabinet. Au lieu d'une communication d'entreprise, nous avons négocié un langage honnête sur les violations de conduite personnelle et la responsabilité des actions qui avaient violé la confiance professionnelle. Le communiqué de presse fit l'effet d'une bombe. Le Twitter juridique explosa. Les titres ressemblaient à « Le couple puissant implose ». Un retrait de 75 millions d'euros laisse le cabinet en ruine. Du mariage à la fusion, comment l'infidélité a renversé un empire juridique parisien. Les mèmes étaient féroces. L'un montrait des dominos tombant d'une liaison publique à l'effondrement financier complet d'un cabinet d'avocats. David se cacha. 3 clients majeurs licencièrent le cabinet. Le personnel s'enfuit comme des rats d'un navire en perdition. Sa réputation devint radioactive dans les cercles juridiques. Incapable d'obtenir des clients. Incapable d'obtenir des partenariats. Fondamentalement inemployable dans le droit parisien. Pendant ce temps, Collectif Juridique Unité se développait rapidement grâce à mon financement, remportant des affaires contre des propriétaires d'immeubles insalubres, obtenant des indemnisations pour les travailleurs, aidant des familles à éviter la saisie immobilière. Chaque victoire était petite, mais elle s'ajoutait à quelque chose de significatif. Utiliser des diplômes de droit pour quelque chose qui en valait la peine au lieu de simplement rendre les riches plus riches. 6 mois plus tard, Sophie m'envoya une lettre de Bordeaux, où elle travaillait dans une clinique d'immigration dans un centre commercial, aidant des familles à naviguer dans les cauchemars bureaucratiques pour rester dans le pays qu'elles appelaient leur foyer. L'entête de la lettre semblait avoir été conçue par le neveu adolescent de quelqu'un, et les photos du bureau la montraient en jean et basket, l'air plus authentique que je ne l'avais vu depuis des années. J'ai jeté la meilleure chose que j'avais, écrivit-elle, ne demandant pas pardon. Je voulais juste que tu saches que je suis enfin différente. Je pliai la lettre et la rangeai dans le tiroir de mon bureau, à côté d'autres documents qui avaient changé ma vie. Plus de colère, juste une tristesse lointaine pour ce qu'elle aurait pu être si elle avait compris cela 7 ans plus tôt.
La Sorbonne m'offrit des conférences en tant qu'invité sur l'éthique d'entreprise. Les éditeurs voulaient des contrats de livres. Des réalisateurs de documentaires appelaient pour parler de l'intersection de la trahison personnelle et de la guerre financière. J'étendais Collectif Juridique Unité à 3 arrondissements tout en enseignant aux étudiants en école de commerce la mise en œuvre créative des contrats. La réputation de David reste radioactive. Aux dernières nouvelles, il envisage de déménager en province. Moi, je vis bien au-delà de leur trahison, la rendant complètement hors de propos pour mon succès. Il s'avère que la meilleure vengeance n'est pas de détruire quelqu'un. C'est de faire de sa trahison le catalyseur pour construire quelque chose de significatif qu'il n'aurait jamais pu imaginer.